Le projet est scindé en deux, type GX pour les moteurs à plat et GZ pour la version avec le moteur Wankel. Il y aura aussi un type GY qui sera une version agrandie de la GS. Le cahier des charges demandait aux ingénieurs de travailler sur le CX pour qu'il soit le plus bas possible afin de compenser la faible puissance du moteur prévu. Le deuxième point auquel Citroën attachait de l'importance était la douceur de fonctionnement et la discrétion du moteur. En revanche, hors de question d'avoir un haillon, surtout après la catastrophe du projet F. Le projet G sera mis en concurrence entre deux studios. Le studio interne de Citroën dirigé par Opron et le studio italien de Giugiaro. Ce sera le projet interne qui sera retenu. Celui de Giugiaro ne sera pas jeté à la poubelle étant donné qu'il sera à la base de l'Alfa Romeo Alfa Sud. Les premières esquisses étaient assez éloignées, avec des avants assez massifs puis affinés et des arrières assez massifs aussi, mais au fur et à mesure que le projet avançait, les dessins commençaient à montrer déjà quelques indices sur la version définitive. Puis Robert Opron s'inspirera de deux prototypes signés Pininfarina, la Berlina Aerodynamica sur base BMC 1800, présentée en 1967, et la BLMC 1100, présentée en 1968. Les deux projets présentent un point commun, l'arrière camback. L'arrière cam ou camback est un élément de style popularisé par Wunibald Kamm, un designer automobile et aérodynamicien allemand qui va créer une découpe arrière verticale pour réduire les turbulences à l'arrière et favoriser la pénétration dans l'air. Toujours est-il que les ingénieurs et stylistes se battent avec la hauteur du capot avant qui devait être la plus basse possible pour abaisser le CX. En effet, sur les premiers prototypes, la hauteur de capot idéale ne permettait pas d'accueillir le 4 cylindres à plat, avec le carburateur, sa pipe et le filtre à air sur la partie supérieure, de façon à avoir un mélange optimal. Ils étaient donc obligés de créer une bosse sur le capot. Dupin, ingénieur moteur, découvrira que c'était des ultrasons qui gênaient la carburation. En réduisant la longueur des tubulures du carburateur, les ultrasons ont disparu et le bossage n'était donc plus nécessaire. Michel Armand aura lui l'idée du tambour pour le compteur de vitesse et muratet du pare-choc arrière sur la porte du coffre. Robert Opron devra aussi batailler avec Saint-Gobain pour la fabrication en grande série de vitres galbées. La version définitive sera la première voiture en grande série à en être équipée, ce qui était une prouesse technique à l'époque. Autre prouesse, le projet G est l'un des premiers véhicules à utiliser l'assistance par ordinateur pour son processus de design, alors qu'on n'était pas encore arrivé aux années 70. Citroën étudiera aussi une version coupée avec plusieurs possibilités, dont une version avec MAN, qui resteront sans suite, probablement pour des questions de coût. Et puis au salon de l'automobile 1970, la version définitive du projet est enfin présentée au public, c'est la GS. La voiture était attendue, certaines commandes sont prises sans avoir vu ou essayé la GS, même si les concessions avaient reçu les premières photos au mois d'août, mais c'est finalement une vraie Citroën qui est présentée. L'extérieur est profilé avec des panneaux de carrosserie et des portes lisses. Les roues arrière sont couvertes, grande signature stylistique de Citroën qui participe à l'aérodynamisme, et on retrouve l'arrière de type camback. Pas de haillon, mais une simple malle qui s'articule sous la vitre fixe et donne accès à un coffre de 465 litres. Si le volume est bon, l'accessibilité l'est largement moins, il faut se baisser, le coffre est profond, mais il faut passer la tête dedans pour aller chercher les affaires qui partent au fond. Et pour finir, le crochet central qui verrouille le coffre peut être traître lors des chargements et déchargements. L'avant, lui, se caractérise par de grands feux où les clignotants sont placés en bas avec les feux de position. La calandre en nid d'abeille est équipée d'un trou pour le démarrage à manivelle. Le capot, lui, est abaissé en son centre, là aussi pour l'aérodynamisme. Résultat, le CX final est de 0,32, un excellent chiffre à l'époque. La GS est plus petite que la concurrence, elle mesure 4,12 m de long pour 1,61 m de large et 1,35 m de haut. L'empattement est de 2,55 m et la voie arrière est plus étroite que la voie avant, 1378 mm contre 1328 mm, là aussi pour favoriser l'aérodynamisme. On ne retrouve aucune trace de plastique à l'extérieur, les rétroviseurs, poignées de porte, pare-choc ou encore les gouttières et l'encadrement du vitrage galbé sont en acier chromé. L'intérieur est très Citroën aussi et plutôt qualitatif pour l'époque. Le volant monobranche est de la partie. Outre l'esthétique, ça évitait de taper avec le visage en plein dans le volant quand on avait un choc frontal. On retrouve aussi une poignée de frein à main sur la partie haute de la console centrale, tandis que l'autoradio se place entre les sièges à proximité de la commande de la suspension hydropneumatique. Ça peut paraître bizarre, mais en réalité c'est plutôt idéal étant donné que l'autoradio tombe directement sous la main droite du conducteur sans nécessité de se pencher ou de quitter la route des yeux pour augmenter le volume ou changer de station. Les poignées de porte en forme d'escargot sont en revanche récupérées de la Mi 8. Mais le point marquant à l'intérieur qui peut accueillir 5 personnes est l'apparition du tachymètre tambour, aussi connu comme pèse-personne, rouleau ou loupe. C'est la première Citroën à en être équipée avant la CX sortie 4 ans plus tard. L'idée est simplement d'avoir une fenêtre avec le chiffre de la vitesse qui apparaît en grand pour favoriser la lecture de la vitesse en un seul coup d'œil. On retrouve aussi tout en haut en plus petit la distance de freinage, information aussi disponible sur la DS. Le fond change de couleur selon les tranches de vitesse pour donner une indication sur la consommation. Entre 0 et 40 km/h le fond est jaune, entre 40 et 60 km/h le fond devient vert,
Entre 60 et 100 km/h, il redevient jaune. Et enfin au-dessus de 100 km/h, il devient orange avec une frange rouge à la place de la distance pour indiquer la fin de compteur à partir de 150 km/h et jusqu'à 170 km/h. La GS innove aussi sur le plan technique avec plus ou moins de succès. Elle reçoit un freinage à disque assisté par la centrale hydraulique sur les 4 roues, mais les disques avant sont collés à la boîte manuelle 4 rapports pour réduire la masse non suspendue et améliorer le comportement, rendant en contrepartie l'entretien des freins plus compliqué. La GS est équipée de la suspension hydropneumatique simplifiée de la DS avec correcteur d'assiette et système anti-cabrage. L'avant s'abaisse à l'accélération et anti-plongée qui relève l'avant lors du freinage, ce qui maintient à plat la voiture en toutes circonstances. Elle est chaussée de pneus Michelin 145 SR15. La direction n'est pas assistée mais reste légère. Son comportement est excellent et le freinage est efficace. Elle est largement au-dessus de la concurrence, sauf en performance, mais on verra pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle elle sera élue voiture de l'année 1971. Le moteur est un 4 cylindres à plat, avec cylindre opposé 2 à 2 refroidi par air avec un ventilateur entraîné par le vilebrequin de 1015 cm3. Étudié en collaboration avec les ingénieurs Panhard et dérivé du Flatwing de la 2 chevaux, il est fabriqué en alliage léger et placé en porte-à-faux avant avec la roue de secours dans le compartiment moteur. La culasse est à chambre hémisphérique et les soupapes sont disposées en V et commandées par des culbuteurs. Ce moteur est équipé de 2 arbres à cam en tête, un par rangée de cylindres, entraîné par courroie crantée, qui posera quelques soucis de fiabilité. Citroën sortira en avril 71 un kit pour remplacer les arbres à cam en garantie dans leur réseau. Il est équipé d'un carburateur double corps Solex 28 CIC ou Weber 30 DGS1. Le taux de compression est de 9 à 1. La puissance fournie est de 55,5 chevaux à 6500 tours minute et le couple maximal est de 70,6 Nm à 3500 tours minute. Ce moteur n'était pas vraiment adapté à la GS malgré son poids à vide de 850 kg. La presse et la clientèle considéraient la 1015 comme un veau. La vitesse de pointe est de 147 km/h et le 0 à 100 est abattu en 18 secondes. Même si la vitesse de pointe est potable grâce au travail en soufflerie, la voiture peine à prendre de la vitesse et à réaliser les dépassements. La GS 1015 est équipée en série d'une boîte manuelle 4 rapports, mais elle peut être équipée en option d'un convertisseur de couple hydraulique, Verto ou Sématic selon l'année, à 3 rapports avec embrayage semi-automatique. Elles ont un monogramme convertisseur sur la malle. En septembre 1972, le circuit de refroidissement, la culasse et les tubulures d'admission du 1015 sont modifiés, le carter est renforcé et le carburateur est un nouveau carburateur anti-pollution. Le 1015 aura une nouvelle vie à partir de janvier 1973 puisqu'il sera monté sur la Mi 8 qui est plus légère. Elle adopte d'ailleurs le nom d'Ami Super et atteint une vitesse de pointe de 140 km/h, ce qui était sa principale réclame à l'époque. Certaines 1015 seront aussi équipées d'un carburateur simple corps Solex entre mai 75 et juillet 77. Le 1015 subira une dernière modification en septembre 75 pour réduire la contamination. Le carburateur voit ses réglages changer avec une légère baisse de puissance. On passe de 55 chevaux et demi à 55 chevaux, soit un demi-cheval en moins, et la distribution est renforcée d'usine. Le 1015 cm3 perdurera dans la gamme GS et Ami Super jusqu'en 1978. Après les plaintes de la clientèle et de la presse spécialisée, Citroën corrige le tir en septembre 1972 avec un nouveau moteur, le 1222 cm3. Toujours refroidi par air, les carburateurs montés sont soit le nouveau Solex 28 CIC2, soit le Weber 30 DGS1. Ce nouveau moteur délivre 60 chevaux à 5750 tours minute, c'est-à-dire qu'on a un gain de 5 chevaux à quasiment 1000 tours minute plus tôt. Le couple augmente aussi avec un passage à 87,3 Nm à 3250 tours minute. La boîte reste à 4 rapports mais est renforcée et possède un pont plus long, 8x33 au lieu de 8x35. Les chiffres s'améliorent un petit peu avec une vitesse de pointe qui passe à 151 km/h et un 0 à 100 qui gagne 2 secondes pour se faire en 16,1 secondes. Le freinage est quant à lui amélioré avec de nouveaux étriers et des disques plus grands. En septembre 1974, le 1222 cm3 est modifié pour la finition X2 à vocation sportive avec une augmentation du couple et de la puissance. La puissance passe à 65 chevaux à 5750 tours minute et le couple augmente à 91,2 Nm à 3500 tours minute. Le carburateur monté est le Solex 28 CIC4. La vitesse de pointe est de 156 km/h et le 0 à 100 est abattu en 14,3 secondes. Ce moteur exclusif à la X2 n'aura pas d'option convertisseur au catalogue. Le 1222 cm3 subira aussi la modification anti-pollution opérée sur la 1015 en septembre 75, avec là aussi une baisse de puissance de 60 chevaux à 59 chevaux sur la 1220 et de 65 à 64 chevaux sur la X2.
En 1973, Citroën installe le moteur Wankel fabriqué par Comotor dans la GS et la nomme GS Birotor. Si vous voulez savoir plus sur cette GS, je vous invite à visionner la vidéo précédente qui parle du moteur Wankel dans la partie Comotor. En septembre 1977, le moteur 1015 cm3 est remplacé par un 1129 cm3 sur les GS spéciales GSX et GS Entreprise. Ce nouveau moteur développe 56 chevaux à 5750 tours minute pour un couple maximal de 79 Nm à 3500 tours minute. La boîte 4 est modifiée avec le quatrième rapport légèrement allongé. Le couple conique reste inchangé sur la X, 8,35 et passe en pont long, 8x33 sur la G spéciale. La vitesse de pointe est de 149 km/h pour la X et la G spéciale, tandis que le 0 à 100 est réalisé en 17 secondes et demie sur la G spéciale et 17 secondes sur la X. Enfin, en septembre 1978, c'est le nouveau 1299 cm3 qui intègre le catalogue sur la GSX3 avec une puissance de 65 chevaux à 5500 tours minute et 98 Nm à 3500 tours minute. Elle possède un carburateur double corps Weber 30DGS 13 250 ou le Solex 28CI C185 à partir de mai 1978. Toujours équipé d'une boîte 4 avec une boîte 5 en option, la vitesse de pointe est de 158 km/h et le 0 à 100 est expédié en 14,4 secondes. Avant de passer aux finitions, je vous laisse avec un tableau qui résume les moteurs qui étaient disponibles sur la GS. Si vous voulez le lire avec tranquillité, je vous invite à faire pause. La GS commencera sa carrière avec deux finitions, Confort, la version de base, et Club, qui est la version la plus équipée. Au fil du temps, les équipements vont varier avec des gains et des pertes. On peut citer par exemple la suppression du volet été-hiver de la calandre, remplacée par une simple toile découpée en janvier 71. La gamme break et utilitaire sera présentée en septembre 1971 et commercialisée en décembre 1971. Le break avait les mêmes finitions que la berline, à savoir Confort et Club, mais avec quelques petites différences, comme les rétroviseurs par exemple. La version commerciale possède une plaque de tare en bas de l'aile avant droite et est exonérée de la TVA. La banquette arrière était rabattable mais pouvait rester fixe sur demande et la tablette arrière était en option. Du côté des utilitaires, la version service existait en finition Confort, tôlée avec le compartiment de charge-pain, et Club, vitré avec un plancher de coffre couvert d'isorel avec des glissières. Les finitions sont légèrement remaniées avec l'arrivée de la 1220 en septembre 1972. La version de base Confort s'appelle simplement GS 1015 ou 1220 selon le moteur. La version Club, elle, garde son nom, n'étant fournie qu'avec le 1222 cm3. On note aussi l'arrivée d'une nouvelle planche de bord moussée avec un cendrier basculant en septembre 72 sur la 1220 et en septembre 73 sur la 1015, accompagné des sièges de la Club et d'un compteur journalier entre autres. Toujours en septembre 73, le volant reçoit les chevrons sur la partie basse, les clignotants deviennent translucides à l'avant et les rétroviseurs s'agrandissent. En janvier 1974, les versions de base de la 1015 et de la 1220 deviennent G spéciales avec une présentation identique. La différence se fait au niveau du patch de la malle arrière, argenté pour la 1015 et doré pour la 1220. En septembre 1974, le warning est implémenté sur toute la gamme GS. Citroën ajoute aussi de nouvelles jantes à 6 trous et de nouveaux sièges trapézoïdaux. La console centrale est élargie avec le vide-poche et le levier de vitesse est placé verticalement. La GS 1220 Club devient simplement GS Club. Après ça, ce sont 3 nouvelles versions qui intègrent le catalogue, GSX, X2 et Palace. La GSX est basée sur la version entrée de gamme G spéciale, mais avec une présentation sportive. Extérieurement, on la reconnaît à sa calandre noire, une lame de pare-choc avant avec butoir central en caoutchouc, des feux longue portée signés Cibier et des petits enjoliveurs de jantes spécifiques. À l'intérieur, on retrouve une nouvelle sellerie, les sièges semi-paquets de la Birotor avec les appuis-têtes intégrés, ou encore de nouveaux cadrans ronds avec un insert en aluminium brossé, le même que celui de la GS Birotor. Le moteur, lui, reste le 1015 cm3 de 55,5 chevaux. La X2 et la X, avec un équipement un peu plus complet. On ajoute à tout ce que j'ai cité pour la X, la lunette arrière dégivrante, le feu de recul, l'allume-cigare. X2 adopte aussi la motorisation 1222 cm3 modifiée à 65 chevaux. Enfin, la GS Palace devient le nouveau haut de gamme de la GS, en remplacement de la Birotor stoppée en janvier 75. Le nom Palace provient de la mythologie grecque.
La sellerie est spécifique, la moquette plus épaisse, la planche de bord et le volant sont marron. Extérieurement, elle reçoit des enjoliveurs chromés qui recouvrent toute la jante, des baguettes de protection latérale, un embout d'échappement chromé et des chevrons dorés. On remarque aussi la disponibilité d'un toit vinyle en option sur Club, Palace et Birotor, seulement sur les versions berlines. En septembre 1975, en plus de recevoir des ceintures d'un nouveau type, le convertisseur adopte le nom de Sématic. En septembre 1976, le millésime 77 voit arriver les versions restylées de la GS. La face arrière est la partie qui va recevoir la plus grosse modification, avec un bandeau effet alu brossé et de nouveaux feux arrière. À l'avant, la calandre reçoit des baguettes horizontales chromées sur les GS Club et Palace, ou à barrettes noires sur la X2. G Spécial et GSX conservent une calandre sans baguette. La console centrale est retouchée. De nouveaux feux à iode H4 arrivent sur Club et Palace. X et X2 reçoivent des pare-chocs noirs. Et toute la gamme reçoit les compteurs aiguilles. Et par conséquent, le compteur tambour est supprimé. Le break service est quant à lui renommé Entreprise. En septembre 1977, certaines modifications cosmétiques sont réalisées au niveau des pare-chocs et des enjoliveurs. La X2 reçoit un bec arrière en polyuréthane noir et des lampes H4. On note aussi le remplacement des longues portées par des antibrouillards fixés sous le pare-choc sur les X et X2. En septembre 1978, c'est GSX3 qui remplace la GSX2. Extérieurement, elle se reconnaît aux baguettes de protection latérale noires et des enjoliveurs 3 branches blancs sur fond noir. Elle partage avec la GSX une nouvelle sellerie mixte nommée Zigzag, marron ou bleu selon la teinte carrosserie. La gamme GS reçoit en série en octobre 1978 des ceintures de sécurité en rouleur à l'avant et 2 ceintures fixes à l'arrière. Et en novembre 1978, c'est un carburateur avec frein de ralenti dashpot et une commande plus douce et progressive qui trouve sa place sous le capot. GS a connu 2 séries spéciales qui sont apparues vers sa fin de carrière. La première série spéciale est la Basalt, qui est basée sur la GS 1220 Club et qui a été vendue entre le 5 et le 20 avril 1978 à 5000 exemplaires, dont 1800 pour la France. Cette version, aujourd'hui très recherchée, se reconnaît par sa couleur noire, qui était une première pour la GS, ses marquages Basalt et ses bandes rouges sur la partie basse de la caisse. Elle reçoit en plus des enjoliveurs pleins de la Palace, des antibrouillards avant, des essuie-phares, des vitres teintées, un rétroviseur extérieur chromé et le toit ouvrant. À l'intérieur, Citroën l'équipe d'une sellerie en tissu rouge avec des pieds de coque rouges noirs, des appuis-têtes à l'avant, une moquette bouclette noire et un radiocassette. La GS Plus 9, apparue le 15 avril 1978, était une série limitée constituée de véhicules d'occasion de moins de 5 ans, hors Palace, qui sont révisés en profondeur et reçoivent une batterie neuve, des freins avant neufs, le système d'allumage qui va inclure le capteur, la tête d'allumage, les bougies et le condensateur neuf, des balais essuie-glaces neufs et des pneus avant neufs. Ces véhicules reconditionnés, surtout les premières 1015, seront aussi modernisés avec l'ajout d'accessoires comme les rétroviseurs obus noir mat, des jantes spécifiques G-Sport, un embout d'échappement chromé, la calandre à barrette horizontale de l'année modèle 78, des baguettes latérales, un soufflet de levier de vitesse, des housses neuves sur les sièges et des logos spécifiques. Elle disposait aussi d'une garantie 6 mois sans limite de kilométrage. À la sortie de la GSA, ces GS Plus 9 seront aussi vendus mais avec le pare-choc avant, la calandre et l'arrière de la GSA et un moteur neuf. La gamme GS subira encore quelques évolutions jusqu'à sa disparition quasi complète du catalogue en juillet 1979 pour favoriser l'arrivée de sa remplaçante, la GSA. Seules resteront les versions G Spécial en berline et break qui seront renommées GS Spécial et vendues en parallèle avec la GSA. Elle possède des clignotants avant orange avec contour noir, la clé pliante de la GSA, une lunette arrière chauffante, des feux de recul et des antibrouillards arrière ainsi que la poignée de frein à main de la GSA. En décembre 1979, elle recevra comme ultime modification les manivelles de les vitres de la GSA. La GSA, ou GS améliorée, fait son apparition en juillet 1979 pour l'année modèle 1980. La principale modification extérieure est l'apparition du haillon qui était demandé depuis quasiment le début par la clientèle. Le haillon implique aussi une modification de la partie arrière avec de nouveaux feux qui intègrent les antibrouillards, mais malgré cette nouvelle ouverture, l'accès n'est pas forcément plus aisé. En effet, Citroën a laissé une traverse, probablement de renfort, en tôle entre les deux phares, ce qui implique un seuil de chargement élevé. On retrouve aussi de nouveaux pare-chocs, une nouvelle calandre, de nouvelles poignées de porte avec un système différent et rétroviseurs qui sont tout en plastique.
À l'intérieur, une nouvelle planche de bord plus carrée et massive est installée de série avec un nouveau volant monobranche. Et on note surtout l'apparition des satellites PRN, pluie, route, nuit, qui sont la nouvelle signature de Citroën. Elles permettent d'avoir accès à toutes les commandes en un clin d'œil, avec tout ce qui est référent au feu, essuie-glace ou klaxon sur la commande de gauche, et les interrupteurs dont le warning sur la commande de droite. L'essuie-glace est lui à 2 vitesses plus une intermittente. Les compteurs sont à rouleau avec un rétroéclairage vert, et contrairement à la GS, le contour n'est plus une aiguille, mais aussi un rouleau pour rendre la lecture de la vitesse et du régime instantanée. La GSA aura tout au long de sa carrière 4 moteurs, plus un seul moteur qui sera destiné exclusivement à l'Italie. On retrouve le 1129 cm3 qui sera l'entrée de gamme sur la GSA spéciale. Elle existera en 2 versions. La première est celle qui était déjà présente sur la GS. Elle développe donc 56 chevaux à 5750 tours minute pour un couple maximal de 79 Nm à 3500 tours minute. La boîte manuelle 4 rapports est en série avec en option jusqu'en juillet 1981 une boîte manuelle 5 rapports. La vitesse de pointe est de 150 km/h et le 0 à 100 est expédié en 16,2 secondes, autant avec la boîte manuelle 4 qu'avec la boîte manuelle 5. La deuxième version arrive en juillet 1980, elle reçoit un nouveau carburateur, soit le Solex 28 CIC 229 ou alors le Weber 30 DGS 17 250 qui augmente la puissance à 56,5 chevaux à 5750 tours minute et le couple augmente lui légèrement à 80,4 Nm à 3500 tours minute. Comme avec la version précédente, la vitesse de pointe est de 150 km/h et le 0 à 100 est réalisé en 16,2 secondes. Le deuxième moteur est le 1299 cm3 qui a été installé sur la GS X3 et qui reprend place sous le capot de la GSA avec une prise diagnostique en plus. Équipé d'un carburateur double corps Solex 28 CIC 185, les chiffres sont identiques avec une puissance de 65 chevaux à 5500 tours minute et un couple de 98 Nm à 3500 tours minute. Elle est équipée d'une boîte 4 avec la possibilité d'une boîte manuelle 5 en option. La vitesse de pointe est de 158 km/h avec le 0 à 100 expédié en 14 secondes avec la boîte manuelle 4 vitesses. Avec la boîte 5 rapports, la vitesse de pointe s'améliore en montant à 164 km/h tandis que le 0 à 100 reste quasiment identique avec un temps de 13,8 secondes. Ce 1299 cm3 aura une évolution Eco en juillet 1981 qui sera intégrée à toute la gamme excepté la version base GSA. Elle possède une nouvelle culasse, de nouveaux pistons et arbres à cam, un volant moteur allégé et un allumage transistorisé qui est plus endurant et fiable. Deux carburateurs peuvent être montés, soit le Solex 28 CIC 247, soit le Weber 30 DGS 25 250. Les performances sont légèrement modifiées à la baisse avec une puissance de 64 chevaux à 5500 tours minute et un couple maxi de 96 Nm à 3500 tours minute. Elle est équipée d'une boîte 4 avec la possibilité d'une boîte 5 en option. Les performances sont identiques au 1299 cm3 classique avec une vitesse de pointe de 158 km/h et un 0 à 100 réalisé en 14 secondes avec la boîte 4 rapports. Avec la boîte 5 rapports, la vitesse de pointe est aussi de 164 km/h et le 0 à 100 reste identique avec un temps de 13,8 secondes. Une version de 1300 cm3 spécifique à l'Italie sera lancée en juin 1984 pour contourner la norme qui interdisait l'autostrada, l'autoroute en Italie, aux véhicules de moins de 1300 cm3. Référencée comme T13/654, elle offre une puissance de 61,5 chevaux à 5500 tours minute et un couple de 96 Nm à 3250 tours minute. La GSA sera lancée avec 3 finitions, Club, X3 et Palace. La finition Club est équipée d'un garnissage tissu, d'une boîte 4 et d'enjoliveurs plastique à fixation centrale. La version Break hérite de la carrosserie de la GS Break modifiée en GSA avec des rétroviseurs spéciaux et la tablette arrière amovible en option. La X3 gagne un compte-tour, une montre digitale, une boîte 5 vitesses avec un pont court 835, des enjoliveurs de type GSX3, un béquet arrière, les phares anti-brouillard et des ceintures arrière à enrouleur. La Palace gagne des enjoliveurs chromés qui recouvrent toute la jante, les ceintures arrière à enrouleur, le compte-tour et la montre entre autres. En juillet 1980, toute la gamme voit le rétroéclairage de leur compteur modifié avec un passage du vert à l'orange. Côté catalogue, la GSA spéciale remplace la GS spéciale. Elle reçoit le 1129 cm3 avec le nouveau carburateur dont j'ai parlé avant.
En juillet 1982, la Club est stoppée et le compteur rouleau est modifié avec une nouvelle typographie style digital. Seuls les chiffres sont ici rétroéclairés en orange, le fond du rouleau restant lui noir opaque. C'est ce rouleau qui sera ensuite repris sur la BX, la remplaçante de la GSA. La X1, nouvelle arrivante au catalogue, est une GSA X3 simplifiée qui perd la calandre, les rétroviseurs avec simplement un seul à gauche, la tapisserie, la coudoir centrale arrière ou les aumônières à l'arrière des sièges avant. Elle conserve en option la boîte courte 5 rapports, les vitres teintées, les jantes alliage, le prééquipement radio ou l'essuie-glace arrière. Comme sur la GS, les séries spéciales arriveront en fin de carrière sur la GSA, elle en aura 3, la GSA Tuner, la Cottage et la Chic. La GSA Tuner est commercialisée à partir de 1982 et est basée sur la finition Club, elle est destinée aux audiophiles. Peinte en noir AC200 avec bande bleue et argent et l'inscription Tuner sur les ailes avant et la porte de malle, elle se caractérise par son équipement hi-fi haut de gamme Philips qui comprend une radiocassette à recherche automatique de station, 2x6 watts, un ampli égaliseur, 2 tweeters à l'avant et à l'arrière, un caisson de basse sous le siège conducteur et un casque stéréo. L'intérieur est spécifique avec un velours beige daim et côté équipement elle reçoit des repose-têtes, des vitres teintées et une boîte 5 vitesses. La GSA Cottage sera lancée en juillet 1983 et elle sera limitée à 1850 exemplaires sur la break Club. Elle est vendue avec la teinte beige Sloogie avec les pare-chocs avant assortis et des jantes alliage striées avec le centre lisse. À l'intérieur, la sellerie est un tweed écossais nommé Melrose. Elle est équipée du contour, une montre digitale, un prééquipement radio, les appuis-têtes à l'avant et une tablette à l'arrière. Enfin, côté technique, elle est équipée de la boîte 5 vitesses. La GSA Chic sera lancée en juillet 1984 et limitée à 1200 exemplaires. Elle est basée sur la spéciale avec une sellerie spécifique à carreaux. La teinte choisie est le gris perlé métallisé avec une ligne rouge et un bandeau de bas de caisse gris. On retrouve aussi des jalousies autocollantes sur les custodes, un béquet arrière, le compte-tours et une horloge digitale, un prééquipement radio et les appuis-têtes à l'avant. La gamme GSA continuera avec quelques modifications jusqu'en juillet 1985 et sa disparition progressive du catalogue. Les seules qui restent sont la spéciale en version berline et break, la X3 et la break entreprise. La BX présentée en 1982 doit faire son chemin, tandis que la GSA perdure le temps que la BX Invasion apparaisse, c'est-à-dire jusqu'en juillet 1986. Fabriquée en France à Rennes-la-Janet, à Vigo en Espagne et au Portugal à Mangalde, la GS sera vendue à 1 897 229 exemplaires. La GSA, elle, le sera à 582 757 exemplaires. Elle sera élue voiture de l'année 1971, sera voiture française de sa catégorie la plus produite avec 259 787 exemplaires et sera 3 fois la troisième voiture la plus vendue en France en 73, 75 et 78.
Elle sera prête à midi. Il n'y a plus qu'à placer les doubles clignotants. Ok. Je pense avec tes gars prendre un petit apéro, là. Je passe au tabac, je me retrouve en face dans 5 minutes. D'accord, à tout de suite. Hello. C'est là. Attendez-moi là. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el... Sonntag tritt allmählich Gewitter und frische Luft ein. Vorhersage für Süddeutschland bis Sonntag früh. Besonders im Norden zeitweise Wolkenfelder, sonst sonniges Wetter.